Tous les mois, pendant près de 14 ans, mon mari envoyait de l'argent à sa sœur malade. Je n'ai jamais eu de soupçon jusqu'au jour où j'ai décidé de la rencontrer en personne. Ce que j'ai découvert ce jour-là a changé ma vie pour toujours. Bonjour mes chers. Je m'appelle Thérèse, j'ai 76 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de ma vie que j'ai gardée secrète pendant longtemps. Avant de commencer, j'aimerais vous demander, à vous qui me regardez maintenant, de soutenir cette chaîne en appuyant sur le bouton « J'aime », de vous abonner à Histoire Grand-mère et de me dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cela m'aide beaucoup à continuer à partager mes histoires avec vous. Revenons à l'année 1965. J'avais à peine 16 ans quand j'ai rencontré Arnaud. C'était un beau jeune homme, travailleur, qui semblait avoir un avenir prometteur comme chauffeur routier. À cette époque, être chauffeur routier était un métier respecté, vous savez. On gagnait bien sa vie. Et moi, une jeune fille simple de la banlieue parisienne, fille d'agriculteur venue de province à la recherche d'une vie meilleure, j'ai vu en lui la chance de fonder une famille. Nous nous sommes mariés après 6 mois de fréquentation. Ma mère disait que c'était trop rapide, que je connaissais à peine ce garçon. Mais à cette époque, c'était comme ça. On tombait amoureux et on se mariait rapidement. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où les couples vivent ensemble pour voir si ça marche. À cette époque, on se mariait à l'église avec voile et robe blanche, et on demandait la bénédiction de Dieu pour que le mariage dure toujours. Nos débuts ont été difficiles, comme pour la plupart des jeunes couples. Nous habitions dans une chambre avec cuisine au fond de la maison d'une tante à lui. Arnaud voyageait beaucoup, il faisait la route Paris-Lyon-Marseille. Parfois, il restait absent 3 ou 4 jours. Je comprenais, c'était son travail. Il me disait toujours « Thérèse, c'est pour toi et pour la famille que nous allons construire que je parcours la France. » Notre premier fils, Charles-Édouard, est né peu après. 2 ans plus tard, Marie-Claire est venue au monde, suivie 3 ans après par Joseph-Auguste. 3 enfants à élever, et moi qui jonglais entre les couches, les biberons et l'entretien de la maison, pendant qu'Arnaud continuait sur les routes. C'est vers la 2e année de notre mariage qu'il m'a parlé de sa sœur, Céline. Selon Arnaud, elle vivait à Lyon et avait des problèmes de santé. Il n'a jamais précisé exactement quelle était sa maladie, disant seulement que c'était grave et qu'elle avait besoin d'une aide constante. Chaque mois, sans faute, il mettait de côté une bonne partie de son salaire pour le lui envoyer. « Thérèse, c'est ma seule sœur. Nos parents sont déjà partis. Nous n'avons que l'un l'autre. Je ne peux pas l'abandonner, » me disait-il avec ses yeux marrons qui me persuadèrent de tout. Et moi, naïve que j'étais, je le croyais. Je trouvais même beau cet amour fraternel, cette préoccupation. Souvent, quand l'argent manquait à la maison, quand il n'y avait pas assez pour acheter des fournitures scolaires pour les enfants, ou quand les chaussures de Charles-Édouard étaient trouées, je regardais l'enveloppe qu'Arnaud mettait de côté pour Céline, et je sentais une pointe au cœur, mais jamais, au grand jamais, je n'ai posé de questions. C'était sa famille, je respectais cela. Les années ont passé. Notre vie restait simple, mais stable. Nous habitions dans une petite maison à 2 étages en banlieue. Les enfants fréquentèrent l'école publique. Je faisais des ménages pour aider aux dépenses, mais nous ne manquions pas du nécessaire. Arnaud gagnait raisonnablement bien comme chauffeur routier, bien qu'une partie considérable de son salaire aille à cette fameuse Céline. Une chose que je trouvais étrange, mais que je ne questionnais pas trop, c'était le fait que nous n'avions jamais rendu visite à cette belle-sœur. Lors des fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, il n'y avait jamais d'invitation pour la rencontrer. Quand je le suggérais, Arnaud changeait toujours de sujet. Il disait qu'elle était très réservée, qu'elle n'aimait pas les visites, que l'environnement de sa maison devait être contrôlé à cause de sa maladie. « Un jour nous irons, Thérèse, mais maintenant ce n'est pas le bon moment », répondait-il toujours. Et moi, élevée pour être une bonne épouse, pour ne pas remettre en question les décisions de mon mari, j'acceptais. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu être si aveugle, si naïve. Mais à cette époque, c'était comme ça. La femme acceptait, se taisait, faisait confiance. La routine suivait toujours le même schéma. Arnaud partait pour ses voyages, revenait à la maison quelques jours et repartait de nouveau. Quand il disait qu'il allait à Marseille, les voyages duraient plus longtemps, généralement 1 semaine entière. « C'est plus loin, Thérèse, et le transport pour Marseille rapporte toujours plus d'argent », expliquait-il.
et cela avait du sens pour moi. C'est en 1978, alors que nous étions mariés depuis 13 ans, que les choses ont commencé à changer. Nos enfants avaient grandi. Charles-Édouard avait 12 ans, Marie-Claire 10 ans et Joseph-Auguste 7 ans. J'avais trouvé un emploi comme aide couturière dans un petit atelier près de chez nous. Je ne gagnais pas beaucoup, mais cela aidait aux dépenses. Et j'aimais ce travail. J'avais toujours eu un talent pour la couture. J'avais appris avec ma mère depuis toute petite. En ce mois de mars 1978, je me souviens comme si c'était hier, j'étais en train de préparer les affaires d'Arnaud pour un nouveau voyage à Marseille. Comme je le faisais toujours, j'ai lavé et repassé ses chemises, rangé ses chaussettes, vérifié s'il manquait un bouton à son uniforme. C'était une routine que je suivais fidèlement depuis des années. J'ai pris sa veste, cette veste bleu marine qu'il portait toujours en voyage, pour vérifier si elle avait besoin d'être réparée. C'est alors que j'ai senti quelque chose dans la poche intérieure. J'y ai glissé la main et en est sortie une carte d'anniversaire faite main, avec des dessins de petits points colorés. J'ai ouvert la carte et j'ai lu « Joyeux anniversaire, mon amour. Que Dieu te donne de nombreuses années de vie et de santé pour continuer à être le père et le mari merveilleux que tu es. Avec tout notre amour, Céline et Déborah. » Mon cœur s'est emballé. J'ai relu ces mots plusieurs fois, essayant de trouver une explication. Père, mari, qui était Déborah? Pourquoi sa supposée sœur malade l'appelait-elle « mon amour » et « Marie » ? L'anniversaire d'Arnaud avait été en février, 1 mois auparavant. J'avais fait un gâteau simple, acheté un petit cadeau, un nouveau portefeuille, puisque le sien était très usé. Il avait à peine touché au gâteau, disant qu'il était fatigué du voyage, et avait remercié pour le cadeau sans beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, je comprenais pourquoi cette réaction froide. Il avait probablement déjà fêté avec elle, quelle qu'elle soit. J'ai gardé la carte dans mon tablier, les mains tremblantes. Je n'ai pas confronté Arnaud à ce moment-là. Quelque chose en moi me disait que j'avais besoin de plus de preuves, que je devais mieux comprendre ce qui se passait avant de faire une quelconque accusation. Arnaud est parti pour un autre voyage à Marseille le lendemain, sans soupçonner que j'avais trouvé la carte. Il m'a embrassé sur le front, comme il le faisait toujours, a serré les enfants dans ses bras et a promis de rapporter un chocolat pour chacun à son retour. La scène était si familière, si normale, mais maintenant il y avait une ombre sur elle, un doute qui grandissait en moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été attentive aux moindres détails, à tout indice qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma meilleure amie, Louise, qui habitait la maison voisine. C'était une douleur, un soupçon que je gardais pour moi seule. C'est le jeudi de cette semaine-là que j'ai reçu un appel téléphonique qui allait tout changer. Le téléphone a sonné vers 15 heures. À cette époque, le téléphone était rare dans les maisons. Nous avions réussi à en installer un quelques mois auparavant, ce qui était une source de fierté dans le voisinage. « Allô ? Bonjour ? Ici la société de transport Étoile du Sud. Puis-je parler à monsieur Arnaud ? Il n'est pas là. Il est en voyage. Je suis son épouse, Thérèse. Ah, madame Thérèse, c'est que nous avons besoin de lui parler de toute urgence. Nous avons une cargaison pour Marseille qui doit partir aujourd'hui même. Le chauffeur qui devait l'emmener a eu un problème et nous avons pensé à Arnaud. Mais il est déjà à Marseille, dis-je confuse. Il est parti lundi matin. Il doit déjà être sur le chemin du retour. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. À Marseille ? Impossible, madame. La cargaison qu'il devait transporter n'a été prête que hier soir. Il n'est pas parti pour Marseille cette semaine. J'ai senti comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ma voix a tremblé en répondant « Il doit y avoir une erreur. Mon mari est parti pour Marseille lundi. Il travaille pour vous depuis plus de 15 ans. Madame, nous le savons. C'est justement pour cela que nous l'appelons. Mais il n'a pris aucune cargaison pour Marseille cette semaine. Peut-être vous êtes-vous trompé. » J'ai raccroché le téléphone d'une main tremblante. Non, je ne m'étais pas trompé. Arnaud m'avait clairement dit qu'il allait à Marseille. Il m'avait embrassé sur le front, avait serré les enfants dans ses bras et était parti avec sa valise de voyage. Où était-il allé ? Alors, le doute a grandi en moi comme une tumeur. Cette même semaine, en cherchant les papiers des enfants pour leur réinscription à l'école,
J'ai ouvert le tiroir où Arnaud gardait ses documents. Au fond du tiroir, caché sous plusieurs papiers, j'ai trouvé un carnet de chèques d'une banque différente de la nôtre et une enveloppe au nom de Céline avec une adresse à Lyon. J'ai noté l'adresse sur un petit bout de papier et l'ai rangée dans mon cadre photo derrière la photo de notre mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Cacher la preuve de la possible trahison de mon mari avec le souvenir du jour où nous nous étions jurés fidélité l'un à l'autre devant Dieu. Les jours suivants ont été angoissants. Je devais savoir la vérité, mais j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. Et si Arnaud avait une autre famille, et si cette Déborah mentionnée sur la carte était sa fille? Comment affronterais-je cette réalité avec 3 enfants à élever et très peu d'expérience professionnelle? Mais j'ai toujours été une femme courageuse, même quand je semblais fragile à l'extérieur. J'ai décidé d'aller à Lyon, à cette adresse, pour découvrir qui était vraiment Céline et ce qu'elle représentait dans la vie de mon mari. J'ai attendu le prochain voyage à Marseille d'Arnaud, qui a eu lieu 2 semaines plus tard. Le vendredi, dès qu'il est parti, j'ai confié les enfants à mon amie Louise. « J'ai des choses à régler à Lyon », lui ai-je dit, sans entrer dans les détails. « Je reviens demain soir. Pourrais-tu garder les enfants ?» Louise, toujours serviable, a accepté sans poser trop de questions. Elle avait dû remarquer quelque chose d'étrange dans mon comportement ces derniers jours, mais elle a respecté mon silence. J'ai pris mes économies, de l'argent que je gardais caché dans la boîte de chocolat en poudre au fond du placard de la cuisine. Ce n'était pas beaucoup, mais cela suffirait pour le billet aller-retour à Lyon, et il resterait un peu pour une urgence. J'ai mis la carte d'anniversaire dans mon sac. C'était la seule preuve concrète que j'avais. J'ai mis ma plus belle robe, une bleue claire avec de petites fleurs que j'avais cousues moi-même. J'ai bien coiffé mes cheveux, mis un rouge à lèvres discret. Je voulais être présentable pour affronter ce que je pourrais trouver à cette adresse à Lyon. J'ai pris le train à la gare de Lyon tôt le matin. Le voyage jusqu'à Lyon a duré environ 2 heures, mais pour moi, cela a semblé une éternité. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que les autres passagers pouvaient l'entendre. Qu'allais-je trouver? Étais-je sur le point de découvrir que toute ma vie de femme mariée avait été un mensonge? Ou y aurait-il une explication raisonnable à tout cela, et je rentrerais chez moi soulagée, en riant de mon imagination fertile? Quand je suis descendue du train à Lyon, j'ai pris un bus qui m'amènerait jusqu'au quartier indiqué dans l'adresse. C'était un joli quartier, clairement plus aisé que le mien. Les maisons étaient plus grandes, les jardins bien entretenus, les rues plus propres. Je suis enfin arrivée à l'adresse. C'était une maison d'angle peinte en jaune clair, avec un joli jardin devant et une petite boutique dans le garage. Une enseigne discrète annonçait « Atelier Céline, vêtements sur mesure ». J'ai respiré profondément et j'ai ouvert le portail. Le bruit de la sonnette a fait bondir mon cœur. J'étais sur le point de découvrir la vérité qui changerait ma vie pour toujours. Je suis entrée dans le petit atelier en essayant de contrôler le tremblement de mes mains. La boutique était jolie, bien organisée, avec plusieurs pièces de vêtements exposées sur des cintres et des mannequins. Des tissus colorés étaient disposés sur des étagères, bien plus luxueux que les coupons avec lesquels je cousais à la maison. C'était un environnement accueillant, féminin, que j'aurais admiré dans d'autres circonstances, mais à ce moment-là, chaque détail ne faisait qu'augmenter mon angoisse. Une jeune fille est apparue depuis l'arrière de la boutique. Elle devait avoir environ 14 ans, des cheveux châtain longs, attachés en tresse, et des yeux. Mon Dieu, ses yeux étaient identiques à ceux de mon Charles-Édouard, identiques à ceux d'Arnaud. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé avec un sourire sympathique. Je suis restée paralysée pendant quelques secondes, observant chaque détail de ce jeune visage. La forme du nez, le menton légèrement carré, même la façon de sourire, avec la tête légèrement inclinée sur le côté. Tout me rappelait Arnaud. « Je cherche Céline », ai-je réussi à dire, la voix sortant à peine. « Ma mère est sortie acheter du tissu, mais mon père est à la maison. Voulez-vous lui parler ?»« Mon père ». Ces 2 mots simples ont confirmé ce que mon cœur savait déjà. Déborah. C'était elle, la fille de la carte d'anniversaire, la fille de mon mari avec une autre femme. « Oui, s'il vous plaît », ai-je répondu automatiquement, bien que je ne fusse pas préparée à ce qui allait suivre. « Papa, il y a une cliente ici qui te cherche. »
a-t-elle crié en direction du fond de la maison. Les secondes qui ont suivi m'ont paru une éternité. J'ai entendu des pas s'approcher, et là, debout dans la porte qui séparait la boutique de la résidence, se tenait Arnaud, mon mari, l'homme qui, à cet instant précis, aurait dû conduire un camion vers Marseille. Nos regards se sont croisés et j'ai vu son visage perdre toute couleur. Ses yeux se sont écarquillés de pure terreur. Pendant un instant, on aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Et peut-être, d'une certaine façon, était-ce le cas, le fantôme de la vie qu'il avait construite avec des mensonges, venant enfin réclamer son dû. « Thérèse », a-t-il murmuré si bas que je l'ai à peine entendu. La jeune fille nous a regardés, confuse. « Vous vous connaissez ?» Avant que l'un de nous ne puisse répondre, une femme est entrée par la porte d'entrée, portant des sacs. C'était une belle femme de mon âge, les cheveux bien coiffés, un rouge à lèvres rouge, portant une robe élégante qui a certainement coûté plus que toutes mes tenues réunies. « Je suis rentrée, mon chéri. J'ai trouvé ce tissu que Madame Mercier voulait pour sa robe. » Elle s'est arrêtée en me voyant. « Excusez-moi, je ne savais pas que nous avions une cliente. »« Céline !» a dit Arnaud d'une voix étranglée. « C'est Thérèse. » Elle m'a regardé sans comprendre au début, puis, lentement, son visage a changé. D'abord la confusion, puis la surprise, et, finalement, la même expression d'horreur que j'avais vue sur le visage d'Arnaud. « Thérèse, ça... » Elle n'a pas terminé la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Elle savait qui j'étais. J'ai sorti la carte de mon sac d'une main tremblante et l'ai levée. J'ai trouvé ceci dans sa veste. Céline a laissé tomber ses sacs par terre. Déborah nous regardait tous, confuse, essayant de comprendre ce qui se passait. « Maman ? Papa ? Qui est-elle » ? « Déborah, chérie, va dans ta chambre, » a demandé Céline, mais la jeune fille n'a pas bougé. « Non, elle a le droit de savoir, » ai-je dit, surprise par la fermeté de ma propre voix. Après tout, elle est aussi victime dans cette histoire. Je me suis tournée vers la jeune fille, dont les yeux étaient maintenant remplis de peur et de confusion. « Je m'appelle Thérèse. Je suis mariée à ton père depuis 13 ans. Nous avons 3 enfants ensemble. » Le visage de la jeune fille s'est crispé de choc. Elle a regardé son père, puis sa mère, cherchant une quelconque négation, un signe que ce que je disais était un mensonge. Mais leur silence confirmait tout. « C'est un mensonge, n'est-ce pas, papa » a-t-elle supplié, des larmes commençant à couler sur son visage. « Dis que c'est un mensonge. » Arnaud semblait avoir vieilli de 10 ans en ces quelques minutes. Il a passé sa main sur son visage, un geste que je connaissais si bien, qu'il faisait toujours quand il était acculé. « Déborah, je peux t'expliquer. »« Expliquer quoi » a interrompu Céline, la voix tremblante de colère. « Que tu as une autre famille, que tout ce que tu m'as dit pendant toutes ces années était un mensonge ?» Je me suis assise sur une chaise proche. Mes jambes ne pouvaient plus me porter. La boutique, qui quelques minutes auparavant semblait si accueillante, m'étouffait maintenant. J'ai regardé autour de moi et remarqué les photos au mur. Arnaud enlacé avec Céline et Déborah, souriant lors de promenades, d'anniversaires, de moments de famille qui m'étaient volés à moi et à mes enfants. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé, regardant directement Arnaud. « Depuis quand mènes-tu cette double vie ?» Il a baissé la tête, incapable de me regarder en face. « J'ai rencontré Céline en 1963, avant toi, Thérèse. Quand Céline est tombée enceinte en 1964, je te fréquentais déjà. Je n'ai pas su quoi faire. Alors, tu as décidé de m'épouser et de maintenir les 2 familles ? » Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais voulu. « Pendant 14 ans, Arnaud, 14 ans de mensonges. » Céline s'est approchée de moi, ses yeux maintenant remplis de larmes. « Il m'a dit qu'il était veuf quand Déborah est née, qu'il ne pouvait pas se marier officiellement avec moi à cause de la pension de sa première épouse. Je l'ai cru, Thérèse. Toutes ces années... » Déborah, adossée au mur, sanglotait doucement. Mon cœur s'est serré pour elle. Cette jeune fille innocente, née au milieu de tant de mensonges. « Et l'argent ?» ai-je demandé, me tournant à nouveau vers Arnaud. « L'argent que tu disais envoyer à ta sœur malade tous les mois ?» Il n'a pas répondu, mais ce n'était pas nécessaire. C'était évident. L'argent qui aurait pu donner une vie meilleure à mes enfants, qui aurait pu payer des cours, des vêtements neufs, un traitement dentaire pour Marie-Claire,
était utilisé pour entretenir cette autre famille, cette belle maison, cette boutique. « Vous avez des enfants ?» a soudainement demandé Céline, essuyant les larmes avec le dos de sa main, étalant son rouge à lèvres rouges. « 3, ai-je répondu. Charles-Édouard, 12 ans, Marie-Claire, 10 ans, et Joseph-Auguste, 7 ans. Et j'ai hésité un moment, ma main allant instinctivement vers mon ventre. Je viens de découvrir que j'attends le 4e. Arnaud a brusquement relevé la tête en entendant cela, le choc évident sur son visage. Il ne le savait pas. Je l'avais moi-même confirmé seulement la semaine précédente, mais avec toute cette situation, je n'avais pas encore trouvé le bon moment pour le lui dire. Quelle ironie du sort. « Enceinte » a-t-il murmuré, le visage pâle comme un linge. « Oui, Arnaud. Nous allons avoir un autre enfant que tu vas abandonner la moitié du temps pour vivre ton autre vie. » Céline s'est assise aussi, semblant aussi dévastée que je me sentais. « Comment as-tu pu, Arnaud? Comment as-tu pu nous faire ça? À Déborah, à ses enfants ?» Elle a pointé vers moi, sa voix brisée par les pleurs. « Nous étions 2 familles à t'attendre, à croire en toi, à t'aimer. » Arnaud semblait un animal traqué. Il nous regardait tour à tour, cherchant des mots qui ne venaient pas. Finalement, il a dit la seule chose qui, selon lui, pourrait le sauver. « Je vous aime toutes les 2. J'aime les 2 familles. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Je ne voulais faire de mal à personne. » La colère est montée en moi comme une vague. « Tu ne voulais faire de mal à personne? Et que fais-tu maintenant? Arnaud, qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Chaque fois que tu quittais la maison en disant que tu allais travailler pour nous offrir une vie meilleure, tu venais ici. Chaque fois que tu disais être à Marseille, tu étais ici avec elle. Chaque centime qui aurait pu aller à l'éducation de nos enfants, à l'amélioration de notre maison, à leur donner ce que nous n'avons pas eu, tu le dépensais ici. » J'ai regardé autour de la maison, bien plus confortable que le petit 2 étages où j'élevais mes enfants. « Regarde cet endroit, Arnaud. Regarde la différence. Pendant que je faisais des ménages pour compléter les revenus, tu montais cette boutique pour elle. » Céline a semblé réaliser quelque chose pour la première fois. « Vous avez dit que vous faisiez des ménages? Arnaud m'a dit que vous étiez professeur, que vous aviez un bon salaire, que vous n'aviez pas besoin d'aide financière. » J'ai ri amèrement. « Professeur? J'ai à peine terminé l'école primaire, Céline. Je travaille comme aide couturière dans un atelier et je fais des ménages pendant mon temps libre. Nous vivons dans une petite maison à 2 étages dans la banlieue de Paris. Nos enfants n'ont jamais eu de jouets coûteux, n'ont jamais fait de vacances. » Me tournant vers Arnaud, j'ai continué. « C'est pour ça que tu résistais toujours quand je suggérais de faire des économies pour les études des enfants. C'est pour ça que tu changeais toujours de sujet quand je parlais de rénover la maison. L'argent avait déjà une destination précise, n'est-ce pas? » Déborah, qui était restée silencieuse pendant un moment, a soudain parlé, la voix entrecoupée de sanglots. « J'ai des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, et je ne l'ai jamais su. » Cette question, si innocente et en même temps si chargée de douleur, a brisé quelque chose en moi. Je me suis approchée d'elle lentement, comme on s'approche d'un animal effrayé. « Oui, Déborah, tu as 3 frères et sœurs. Charles-Édouard te ressemble beaucoup. Il a les mêmes yeux. Marie-Claire est calme comme tu sembles l'être. Et Joseph-Auguste est espiègle. Mais il a un cœur immense. Ils ne savent pas que tu existes, tout comme tu ne savais pas qu'ils existaient. » Les larmes coulaient librement sur le visage de la jeune fille. « Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» C'était la question qui résonnait dans mon esprit depuis que j'avais trouvé la carte. Qu'allait-il se passer maintenant? Comment continuerais-je ma vie en sachant que tout ce que je croyais était un mensonge? Arnaud, sentant peut-être qu'il perdait le contrôle de la situation, a essayé de s'approcher de moi. « Thérèse, parlons. Réglons cela. Nous n'avons pas besoin de prendre des décisions précipitées. » J'ai reculé d'un pas. « Ne me touche pas. Je ne veux plus entendre de mensonges. » Céline, qui était restée silencieuse, s'est soudain levée. « Tu as dormi chez moi hier soir. Tu as dit que tu resterais ici jusqu'à dimanche, que tu ne retournerais à Paris que lundi, que tu emmènerais Déborah au cinéma demain. » Elle s'est tournée vers moi, une nouvelle compréhension dans ses yeux. « Quand il était avec vous, il disait qu'il était en voyage à Marseille, n'est-ce pas?
et quand il était avec moi, il vous disait qu'il travaillait. J'ai acquiescé, sentant une étrange connexion avec cette femme qui, jusqu'à quelques minutes auparavant, n'était qu'un nom, une prétendue sœur malade. Il te disait que j'étais sa sœur ? A-t-elle demandé, incrédule. Oui, sa sœur malade, qui avait constamment besoin d'aide financière. C'est comme ça qu'il a justifié l'argent qu'il envoyait chaque mois. Céline a secoué la tête, riant sans humour. Et à moi, il disait qu'il avait un neveu avec des problèmes, le fils d'un frère qui vivait en province, qu'il aidait financièrement pour les traitements. Nous nous sommes regardés. 2 femmes trompées par le même homme, 2 vies construites sur des mensonges. À ce moment-là, je me suis sentie plus proche de Céline que de l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 13 ans. Arnaud a commencé à parler à nouveau, essayant d'expliquer, essayant de justifier l'injustifiable. Mais ses mots étaient creux, vides de sens. Il parlait d'amour, de ne pas vouloir faire de mal à qui que ce soit, de comment les choses avaient échappé à son contrôle. Pendant qu'il parlait, une décision se formait en moi. Je ne savais pas comment serait ma vie à partir de maintenant, comment j'élèverais 4 enfants seuls, comment j'affronterais la société comme une femme séparée dans les années 70. Mais je savais, avec une absolue certitude, que je ne pouvais pas continuer à être mariée à un homme qui avait vécu de mensonges pendant si longtemps. Arnaud, ai-je interrompu son flot d'excuses. Je ne veux plus entendre. Je vais prendre le train de retour pour Paris maintenant. Quand tu reviendras à la maison, je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes. Je ne veux pas de toi près de moi ou de mes enfants. Thérèse, s'il te plaît, parlons. Il n'y a rien à dire. Tu as détruit notre famille. Tu m'as menti, à moi, à nos enfants, à elle. J'ai pointé vers Céline et Déborah. Il n'y a pas de retour possible. Je me suis tournée pour partir, mais avant, j'ai regardé une dernière fois Céline et Déborah. Je suis désolée que vous ayez dû vivre cela. Vous ne le méritez pas. Je suis sortie de la boutique vers la rue ensoleillée de Lyon, me sentant étrangement légère, malgré la douleur qui déchirait ma poitrine. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était libératrice. Dans le train de retour vers Paris, alors que les larmes coulaient silencieusement sur mon visage, j'ai commencé à planifier les prochaines étapes. Comment le dirais-je à mes enfants? Comment survivrais-je financièrement? Comment reconstruirais-je ma vie à partir des morceaux brisés qu'Arnaud avait laissés derrière lui? Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que ce jour à Lyon avait été la fin d'une vie et le début d'une autre. Une vie sans mensonge, sans trahison. Une vie qui, bien qu'incertaine, serait authentiquement la mienne. Rentrer à la maison ce jour-là a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites dans ma vie. Pendant que le train suivait la voie de Lyon à Paris, je regardais par la fenêtre sans vraiment voir le paysage. Mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Comment l'annoncer aux enfants? Que dirais-je aux voisins? Comment survivrions-nous financièrement? Quand je suis arrivée à la maison, il faisait déjà nuit. Je suis allée chercher mes enfants chez Louise, qui a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Mes yeux gonflés et l'expression désolée sur mon visage ont dû me trahir. « Il s'est passé quelque chose, Thérèse ?» a-t-elle demandé doucement, pendant que les enfants jouaient dans le salon. « Nous en parlerons plus tard. » C'est tout ce que j'ai pu dire. J'ai ramené les enfants à la maison et j'ai essayé d'agir normalement, mais Charles-Édouard, toujours si observateur, a remarqué que je n'allais pas bien. « Maman, tu es malade ?» a-t-il demandé. Ses yeux, si semblables à ceux de Déborah, je le savais maintenant, étaient pleins d'inquiétude. « Non, mon fils, juste un peu fatigué du voyage. » ai-je répondu en forçant un sourire. J'ai couché les enfants plus tôt ce soir-là, leur racontant une histoire sur laquelle j'avais du mal à me concentrer. Quand j'ai finalement fermé la porte de leur chambre, je me suis effondrée sur le canapé du salon et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. J'ai pleuré pour moi, pour mes enfants et même pour Céline et Déborah, toutes victimes de la toile de mensonges d'Arnaud. Le dimanche, Arnaud devait revenir de son voyage à Marseille. J'ai passé toute la journée à répéter mentalement ce que je lui dirais, comment j'exigerais qu'il quitte la maison. Mais il n'est pas venu ce dimanche-là, ni le lundi. Le mardi, alors que les enfants demandaient déjà avec insistance où était leur père, j'ai reçu un appel de la société de transport.
Arnaud avait démissionné. Il n'avait pas donné d'explication, avait simplement laissé une lettre renonçant à son poste et n'était plus réapparu. C'est là que j'ai compris qu'il ne reviendrait pas, qu'il n'aurait pas le courage d'affronter ce qu'il avait fait. Il m'abandonnerait, moi et les enfants, comme il avait probablement abandonné Céline et Déborah. Les jours qui ont suivi ont été de pur désespoir. L'argent que nous avions économisé était peu. Cela suffirait à peine pour un mois de dépenses. Mon salaire d'aide couturière ne serait pas suffisant pour entretenir la maison et 4 enfants, 3 déjà nés et 1 à venir. C'est à ce moment-là que la couture, la compétence que j'avais apprise de ma mère depuis toute petite, est devenue ma planche de salut. J'ai commencé à accepter de petits travaux de réparation et d'ajustement pour le voisinage. J'affichais des annonces dans les petites épiceries du quartier. Je proposais mes services à la sortie de l'école quand j'allais chercher les enfants. Au début, c'était si peu que cela faisait à peine une différence dans le budget, mais peu à peu, la clientèle a augmenté. Les gens ont commencé à me chercher non seulement pour des réparations, mais pour faire de nouveaux vêtements, des rideaux, des nappes. Mon travail était soigné et mes prix justes. Bientôt, le salon de notre petite maison s'est transformé en un atelier improvisé avec des coupons de tissu, des fils et une vieille machine à coudre que j'avais achetée d'occasion. Pendant ce temps, mon ventre grandissait, tout comme la curiosité du voisinage. Dans les années 70, une femme seule, enceinte, élevant 3 enfants, était la cible de nombreux commentaires et regards de réprobation. J'ai inventé une histoire selon laquelle Arnaud avait trouvé un meilleur travail en province et que nous déménagerions bientôt là-bas. C'était plus facile que d'expliquer la vérité, que d'exposer mes enfants à la honte d'avoir un père qui menait une double vie. Je me souviens clairement du jour où j'ai reçu un appel inattendu. C'était Céline. Thérèse, c'est Céline de Lyon. Mon cœur s'est emballé. Que voulait-elle? Avait-elle des nouvelles d'Arnaud? Arnaud est revenu chez vous? A-t-elle demandé, la voix tendue. Non, ai-je répondu. Il n'est pas revenu, il a démissionné de la société de transport et a disparu. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, puis un soupir. Ici aussi. Disparu sans laisser de traces. Il a juste laissé une lettre demandant pardon, disant qu'il ne méritait aucune de nous. Je ne sais pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. De la colère, bien sûr, parce qu'il avait abandonné les enfants, mais aussi un étrange soulagement de ne pas avoir à l'affronter, de ne pas avoir à entendre plus de ses mensonges. « Comment vas-tu » a demandé Céline, me surprenant par la préoccupation sincère dans sa voix. « Je survis » ai-je répondu honnêtement. « Et toi, et Déborah ?»« Nous aussi. La boutique nous fait vivre, au moins. » Un autre silence. Puis elle a continué. « Thérèse, si tu découvres où il est, préviens-moi. Pas pour moi, mais pour Déborah. Elle a besoin de réponses. »« Bien sûr, ai-je promis. Et si tu apprends quelque chose, préviens-moi aussi. Mes enfants méritent aussi de savoir. » Nous avons raccroché avec une étrange sensation de camaraderie. Nous étions 2 femmes abandonnées par le même homme, 2 mères essayant de protéger leurs enfants de la douleur du rejet. En août 1978, ma fille cadette, Béatrice, est née. L'accouchement a été difficile, compliqué par la tension et les préoccupations des derniers mois, mais quand j'ai tenu cette petite dans mes bras, un nouveau sentiment de détermination est né en moi. J'élèverai ces 4 enfants seuls, avec dignité, et je ferai tout pour qu'ils ne manquent jamais de l'essentiel. Les mois qui ont suivi ont été faits de beaucoup de travail et peu de repos. Je cousais pendant la journée, pendant que Béatrice dormait, et le soir, après que les enfants étaient au lit. Les plus grands aidaient, comme ils le pouvaient. Charles-Édouard faisant de petites livraisons de vêtements prêts, Marie-Claire s'occupant de la cadette pendant que je travaillais, Joseph-Auguste aidant aux tâches ménagères. En 1979, 2 ans après que le divorce a été légalisé en France, j'ai entamé la procédure de séparation. Je ne savais pas où était Arnaud, mais son abandon a facilité le processus. C'était douloureux de devoir tout expliquer à l'avocat, de voir l'histoire enregistrée dans des documents officiels, mais j'avais besoin de ce divorce, j'avais besoin de ce papier qui disait que j'étais libre, que je pouvais reconstruire ma vie. Le voisinage, bien sûr, parlait. À cette époque, être une femme divorcée était presque un stigmate. Il y avait des regards de pitié, des chuchotements quand je passais.
Certaines amies se sont éloignées, comme si le divorce était contagieux. Mais d'autres, comme Louise, sont restées à mes côtés, m'offrant soutien et amitié quand j'en avais le plus besoin. C'est vers cette époque que j'ai reçu une proposition qui changerait ma vie. Madame Mercier, une cliente fidèle pour qui je faisais divers travaux de couture, était propriétaire d'une petite boutique de tissus au centre du quartier. Un jour, elle est apparue chez moi avec une proposition. « Thérèse, je pense à agrandir ma boutique. Je veux ouvrir un espace de confection, mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne le sujet, qui ait bon goût et des mains habiles. J'ai pensé à vous. » La proposition était tentante, un salaire fixe, meilleur que celui de l'atelier où je travaillais comme aide, et une commission sur les pièces vendues. J'ai accepté immédiatement, voyant là une opportunité d'améliorer la vie de mes enfants. Je travaillais dur dans la boutique de Madame Mercier pendant la journée et continuais mes travaux supplémentaires le soir. Peu à peu, j'ai commencé à créer mes propres pièces, des modèles simples mais élégants qui plaisaient aux clientes. Madame Mercier, percevant mon talent, a commencé à me donner plus de liberté créative. En 1980, un an après avoir commencé dans la boutique, j'ai reçu un autre appel inattendu de Céline. « Thérèse, j'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit, la voix brisée. Elle m'a expliqué que sa boutique allait mal, que les dettes s'accumulaient, qu'elle ne savait pas comment continuer. Arnaud n'avait plus jamais donné de nouvelles et elle et Déborah étaient sur le point de perdre leur maison. Je ne sais pas expliquer ce qui m'a motivée. Peut-être la solidarité féminine, peut-être le souvenir du regard effrayé de Déborah ce jour-là à Lyon, peut-être la pensée que j'aurais pu être à sa place. Sans trop réfléchir, je me suis entendu dire « Viens à Paris, je connais quelqu'un qui a besoin d'une vendeuse de tissus. » 2 semaines plus tard, Céline et Déborah sont arrivées à Paris avec peu de valises et beaucoup de rêves brisés. J'ai loué une chambre pour elles chez Louise qui, après avoir entendu toute l'histoire, a accepté d'aider. J'ai présenté Céline à Madame Mercier qui, impressionnée par sa connaissance des tissus et sa façon avec les clients, l'a embauchée immédiatement. Déborah, alors âgée de 15 ans, est entrée dans la même école que mes enfants, bien que dans des classes différentes en raison de l'âge. C'était étrange au début, cet arrangement improbable. Mes enfants, à qui j'avais finalement dû raconter la vérité sur leur père, étaient confus, blessés, surtout Charles-Édouard qui, à 13 ans, comprenait parfaitement ce que son père avait fait. « Pourquoi tu les aides, maman ?» m'a-t-il demandé un jour, la voix chargée de chagrin. « Il nous a abandonnés à cause d'elle ?»« Non, mon fils, » ai-je répondu, tenant ses mains entre les miennes. « Ton père nous a abandonnés à cause de lui-même, à cause de ses propres mauvais choix. » Céline et Déborah sont des victimes autant que nous. Et dans ce monde, les femmes doivent s'entraider. Peu à peu, une étrange amitié a commencé à se former entre nos familles. Céline, qui au début semblait mal à l'aise avec ma générosité, a commencé à rendre la pareille comme elle le pouvait. Elle apportait des sucreries pour les enfants, aidait Marie-Claire avec ses leçons de mathématiques, matière dans laquelle elle était bonne. Elle se proposait pour s'occuper de Béatrice quand j'avais besoin de travailler jusqu'à tard. Déborah, après le rejet initial, a commencé à se rapprocher de mes enfants, surtout de Charles-Édouard. Les deux ont découvert qu'en plus de l'apparence, ils partageaient le goût des livres et des histoires. C'était douloureux et, en même temps, réconfortant de les voir ensemble, découvrant cette fraternité tardive. En 1981, Madame Mercier a décidé de prendre sa retraite et a mis la boutique en vente. Le prix était au-delà de mes possibilités, mais elle, qui était devenue presque comme une seconde mère pour moi, m'a proposé un accord. Je pourrais payer par mensualité pendant que je gérais l'affaire. C'est alors que j'ai eu une idée audacieuse. J'ai appelé Céline pour une conversation. « Et si nous devenions associés ?» ai-je proposé. « Tu comprends les ventes et les tissus, moi la confection. Ensemble, nous pouvons transformer cette boutique en quelque chose de plus grand. » Elle m'a regardé avec surprise, puis avec émotion. « Tu me ferais confiance à ce point, Thérèse ? Ce n'est pas toi qui m'as menti, Céline. C'est lui qui nous a menti à toutes les deux. » Ainsi est né Confection Nouveau Départ, un nom qui reflétait parfaitement notre histoire. Céline s'occupait des ventes et de l'administration, moi de la création et de la production. Au début, nous n'étions que nous deux,
travaillant du lever au coucher du soleil, mais bientôt l'entreprise a commencé à croître et nous avons pu embaucher des assistantes. Les années ont passé et la boutique a prospéré. Nous avons déménagé dans un espace plus grand, embauché plus de couturières, élargi la gamme de produits, jusqu'à fournir des uniformes pour certaines entreprises locales, y compris, ironiquement, la même société de transport où Arnaud avait travaillé. Les enfants ont grandi. Charles-Édouard, toujours studieux, a obtenu une bourse pour l'université et a fait des études d'ingénieur. Marie-Claire a suivi mes pas et s'est intéressée à la mode, devenant une styliste talentueuse qui a apporté de nouvelles idées à l'entreprise. Joseph-Auguste, avec son caractère communicatif, a naturellement pris en charge le domaine des ventes quand Céline a commencé à réduire son rythme en raison de l'âge. Et Béatrice, ma cadette, née au milieu de tant de turbulences, est devenue une jeune femme forte et déterminée, étudiant le droit et défendant des causes de femmes comme sa mère. Déborah, la fille de Céline, a fait des études de gestion et a apporté un nouveau niveau de professionnalisme à l'entreprise. C'est elle qui a suggéré que nous nous développions dans d'autres domaines, qui a organisé notre système financier, qui nous a guidés à travers les lois fiscales et du travail compliqué. La vie n'a pas été facile, mais elle a été honnête et digne. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'Arnaud. Des années plus tard, la nouvelle est arrivée qu'il était décédé dans un accident de la route quelque part dans le sud de la France. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, de la tristesse pour le père de mes enfants, de la colère pour l'homme qui nous avait abandonnés, et finalement une sorte de paix pour avoir une clôture. Quand je regarde en arrière, vers cette jeune femme effrayée qui a découvert la trahison de son mari en 1978, je reconnais à peine la femme que je suis devenue. Le chemin a été dur, plein d'obstacles, mais chaque défi m'a renforcée. Chaque difficulté m'a appris quelque chose de nouveau. La carte d'anniversaire que j'ai trouvée dans la poche de la veste d'Arnaud aurait pu détruire ma vie, mais elle a fini par être le début d'un voyage de découverte de soi et de dépassement. La douleur de la trahison s'est transformée en force pour reconstruire non seulement ma vie, mais la vie de tous ceux autour de moi. Et le plus surprenant de tout, la femme que je craignais le plus, celle qui représentait la trahison d'Arnaud, est devenue mon allié, mon associé, mon ami. Céline et moi, deux femmes trompées par le même homme, avons trouvé l'une dans l'autre la force d'aller de l'avant, prouvant que parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en tragédie. Les années 80 ont apporté beaucoup de changements pour la France et pour ma vie. Alors que le pays vivait la fin des 30 glorieuses et rêvait de nouveaux horizons, je construisais mon propre chemin de libération. Notre boutique, Confection Nouveau Départ, grandissait chaque année, devenant une référence dans le quartier. Ce qui avait commencé comme une petite affaire de deux femmes désespérées s'est transformé en une entreprise solide qui employait plus de 15 couturières et 3 vendeuses. Ce n'était pas facile. Au début, beaucoup de fournisseurs ne prenaient pas au sérieux deux femmes divorcées, essayant de gérer une entreprise. Je me souviens d'un représentant de tissu qui insistait pour parler uniquement aux propriétaires quand ils venaient à la boutique. Céline, toujours plus diplomatique que moi, souriait et disait « Vous lui parlez. En fait, vous parlez aux deux propriétaires. » En 1983, nous avons agrandi pour un espace 3 fois plus grand sur l'avenue principale du quartier. Nous avons fait un emprunt à la banque. Un autre défi immense pour des femmes à cette époque. Le directeur ne l'a approuvé qu'après que Charles-Édouard, alors âgé de 18 ans, a signé comme garant, même si le patrimoine était entièrement le nôtre. C'était le monde dans lequel nous vivions, où une signature masculine valait plus que tout l'historique de succès d'une entreprise gérée par des femmes. Mais nous n'avons pas laissé ces barrières nous arrêter. La nouvelle boutique avait une large vitrine où nous exposions nos meilleures créations. Au fond, nous avons monté un atelier plus grand, avec des machines industrielles qui nous permettaient d'accepter des commandes plus importantes. Bientôt, nous fournissions des uniformes pour des écoles, des entreprises et même pour certains hôpitaux de la région. Marie-Claire, ma fille, alors âgée de 16 ans, s'est révélée être une styliste née. Elle a commencé à dessiner des modèles simples pour nos clientes les plus jeunes et bientôt ses créations étaient parmi les plus demandées de la boutique. Voir son talent s'épanouir a été une des plus grandes joies de ces années. C'était comme si tout le sacrifice, toutes les nuits sans dormir,
Tout le travail acharné avait valu la peine rien que pour voir mes enfants trouver leur propre chemin. Charles-Édouard est entré à l'école d'ingénieur en 1984, avec une bourse complète pour ses performances exceptionnelles dans ses études. Je me souviens du jour de sa remise de diplôme, en 1989, comme si c'était hier. Assise dans le public entre Céline et mes autres enfants, je n'ai pas pu contenir mes larmes quand je l'ai vu recevoir son diplôme, si élégant dans son costume emprunté à un cousin. À ce moment-là, j'ai pensé à Arnaud, à comment il avait perdu le privilège de voir son fils devenir un homme si admirable. Joseph-Auguste, toujours le plus extraverti de mes enfants, a trouvé sa place dans les ventes. Depuis l'adolescence, il aidait à la boutique le samedi, charmant les clientes avec son charisme naturel. Quand il a eu 18 ans en 1989, il était déjà notre principal vendeur, avec un talent spécial pour négocier avec les fournisseurs et attirer de nouveaux clients. Et Béatrice, ma cadette, née au milieu de cette tempête de 1978, grandissait comme une fille forte et déterminée. Depuis toute petite, elle montrait une intelligence vive et un sens de la justice qui me surprenait souvent. Quand une enseignante a suggéré qu'elle devrait suivre une carrière dans la couture comme sa mère, Béatrice, alors âgée de seulement 10 ans, a répondu qu'elle voulait être avocate pour défendre des femmes comme sa mère, qui ont dû lutter contre tout et tous pour survivre. Déborah, la fille de Céline, a terminé ses études de gestion en 1986 et a apporté une nouvelle perspective à notre entreprise. Avec ces connaissances, nous avons mis en place un système de contrôle financier plus efficace, nous nous sommes développés vers de nouvelles lignes de produits et nous avons même ouvert une petite succursale dans un quartier voisin. Elle et Charles-Édouard travaillaient ensemble sur les stratégies de croissance de l'entreprise, unissant ingénierie et gestion pour optimiser nos processus. C'était fascinant de voir comment les demi-frères et sœurs, qui ne s'étaient bien connus qu'à l'adolescence, avaient développé une relation si proche et collaborative. Déborah et Charles-Édouard avaient le même regard analytique, la même détermination silencieuse. Marie-Claire et Déborah partageaient un sens esthétique affiné, bien qu'exprimé de façon différente, l'une dans la mode, l'autre dans l'organisation impeccable des tableaux et rapports. Je ne peux pas dire que tout était parfait. Il y a eu des moments difficiles, des discussions animées, des décisions contestées, comme dans toute famille. Et oui, nous étions devenus une famille non conventionnelle, unie par des liens plus forts que le sang. Il y a eu la récession économique des années 80, les divers plans économiques qui bouleversaient notre planification, l'inflation galopante qui rendait presque impossible de fixer les prix de nos produits. En 1986, pendant le plan de stabilisation économique, nous avons failli tout perdre. Les prix gelés, combinés à la pénurie de matières premières, nous ont mis dans une position impossible. Je me souviens de nuits blanches, assises à la table de la cuisine avec Céline et Déborah, essayant de trouver une issue au labyrinthe économique dans lequel le pays s'était engagé. C'est Charles-Édouard qui a suggéré que nous nous diversifions vers des services de réfection et d'ajustement qui pouvaient être tarifés à l'heure de travail et pas seulement à la valeur du produit final. Joseph-Auguste a trouvé une coopérative de producteurs de coton en province qui acceptait de négocier dans des termes qui nous permettaient de survivre sur le marché gelé. Et Marie-Claire a créé une ligne d'accessoires faits avec des chutes qui auraient été jetées, transformant le gaspillage potentiel en une nouvelle source de revenus. Une fois de plus, l'adversité nous a renforcés au lieu de nous vaincre. Nous sommes sortis de la crise économique plus fortes, plus diversifiés et plus unis comme famille et comme entreprise. En 1990, quand la situation économique a empiré et que les taux d'intérêt ont explosé, nous avons fait face à une autre crise. Nous avions économisé pendant des années pour acheter un local plus grand pour la boutique, et soudain, une grande partie de cet argent était devenue inaccessible. Ce furent des mois de restrictions, de réorganisation, de travail encore plus intense. C'est à cette époque que Céline a commencé à montrer les premiers signes de fatigue. Plus âgée que moi de quelques années, elle était déjà dans la cinquantaine, et le stress des années précédentes avait pris son tribut. Cela a commencé par de petites choses, des maux de tête fréquents, un manque d'appétit, une fatigue qui ne passait pas avec le repos. Au début de 1991, est venu le diagnostic qui nous a dévastés.
cancer du sein, déjà à un stade avancé. Céline avait ignoré les signes, trop occupée à gérer l'entreprise, trop occupée à assurer l'avenir de Déborah. Les mois qui ont suivi ont été des montagnes russes d'émotions. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, de bons jours suivis de jours terribles. Déborah, dévastée par la possibilité de perdre sa mère, a trouvé la force de continuer à gérer la boutique pendant que j'accompagnais Céline dans ses traitements. C'était étrange comme la vie tournait. J'étais là, prenant soin de la femme que j'avais un jour considérée comme ma rivale, l'autre dans la vie de mon mari, tenant sa main pendant les séances de chimiothérapie, l'aidant à se nourrir les jours où elle était trop faible pour lever la cuillère, lui lisant quand ses yeux étaient trop fatigués pour se concentrer sur les mots. Un de ces après-midi à l'hôpital, alors que nous attendions le médecin, Céline a pris ma main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu sais, Thérèse, quand tu es apparue dans cette boutique à Lyon, j'ai pensé que c'était le pire jour de ma vie. Mais aujourd'hui, je vois que c'était le meilleur. Ce jour m'a libérée d'une vie de mensonges et t'a amené à moi, la meilleure amie que j'ai jamais eue. » Je n'ai pas pu répondre, l'émotion fermant ma gorge. J'ai juste serré sa main plus fort, sachant qu'elle comprenait tout ce que je ne pouvais pas dire. Céline a lutté vaillamment pendant 4 ans. Elle a eu des périodes de rémission où elle revenait travailler à mi-temps à la boutique, toujours avec un foulard coloré couvrant sa tête sans cheveux. Elle a connu des rechutes qui la ramenaient à l'hôpital pendant des semaines. En 1995, le jour du 30e anniversaire de Déborah, elle nous a quittés paisiblement dans son lit, tenant ma main d'un côté et celle de sa fille de l'autre. Le deuil a été profond, non seulement pour Déborah, mais pour nous tous. Céline était devenue le cœur de notre étrange famille recomposée. Son absence a laissé un vide qui semblait impossible à combler. La boutique, bien qu'elle continuât à fonctionner sous la gestion compétente de Déborah et de mes enfants, semblait moins vivante sans sa présence. C'est pendant cette période de deuil que j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde. Utilisant mes économies et un prêt que Charles-Édouard m'a aidé à obtenir, j'ai acheté une maison plus grande, avec suffisamment d'espace pour nous tous, moi, mes 4 enfants et Déborah, si elle souhaitait se joindre à nous. Je me souviens de l'expression sur son visage quand je lui ai fait l'invitation. Un mélange de surprise, d'émotion et une touche d'hésitation. « Tu es sûre, Thérèse ? Ce ne serait pas étrange pour tes enfants ? Mes enfants te considèrent comme de la famille depuis des années, Déborah. Et moi aussi. Ta mère était comme une sœur pour moi et tu es comme une fille. Notre famille n'a jamais été conventionnelle de toute façon. » Elle a accepté. Et ainsi nous avons commencé un nouveau chapitre. La nouvelle maison, bien que n'étant pas luxueuse, était spacieuse et accueillante. Chacun avait sa propre chambre et il y avait encore de l'espace pour une salle de couture où je continuais à créer, même si je passais moins de temps à la boutique. Charles-Édouard s'est marié en 1996 avec Anne-Sophie, une collègue de travail de l'entreprise d'ingénierie où il travaillait. L'année suivante, mon premier petit-fils, Gabriel, est né. Le tenir dans mes bras pour la première fois a été une expérience indescriptible. En regardant ce petit visage parfait, j'ai pensé à tout le chemin qui m'avait amené jusqu'ici. La carte d'anniversaire dans la poche d'Arnaud, la découverte à Lyon, les années de lutte pour reconstruire ma vie, l'amitié improbable avec Céline, la croissance de la boutique, les crises surmontées, chaque difficulté, chaque larme, chaque nuit de travail jusqu'à l'épuisement. Tout avait valu la peine pour arriver à ce moment, pour voir ma famille grandir, prospère, unie, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée possible. Marie-Claire a obtenu son diplôme de stylisme en 1998 et a pris complètement en charge la direction créative de la boutique. Son talent a élevé nos créations à un nouveau niveau, attirant une clientèle plus diversifiée et étendant notre réputation au-delà du quartier. Joseph Auguste s'est marié jeune, à 23 ans, avec sa petite amie du lycée, et a eu 2 enfants coup sur coup. Malgré ses responsabilités familiales précoces, il n'a jamais cessé de contribuer à l'entreprise, devenant notre directeur commercial et le principal responsable des négociations avec les fournisseurs et les clients professionnels. Béatrice, ma cadette, a terminé ses études de droit en 1999 et, bien qu'elle ait ouvert son propre cabinet, elle a toujours consacré une partie de son temps à gérer les aspects juridiques de notre entreprise,
s'assurant que tout était conforme aux lois du travail et fiscal. Et Déborah, qui pensait initialement faire carrière dans une grande entreprise, a décidé de rester dans l'affaire familiale, assumant le rôle que sa mère avait laissé et le développant. Sous sa gestion efficace, nous avons ouvert 2 autres succursales jusqu'à la fin des années 90, transformant la petite confection née de l'adversité en un réseau respecté dans le commerce local. À l'approche du nouveau millénaire, j'ai regardé en arrière et j'ai eu du mal à croire à la transformation de ma vie. De la jeune femme naïve qui croyait aveuglément en son mari à la femme d'affaires respectée qui avait élevé 4 enfants avec dignité, de la femme trahie et abandonnée à la matriarche d'une famille non conventionnelle mais extrêmement unie. Les cicatrices étaient encore là, bien sûr. Il y avait des moments où le souvenir de la trahison faisait encore mal, où l'absence de Céline pesait encore, où la fatigue de années de lutte menaçait de m'abattre. Mais ces cicatrices étaient devenues les marques d'une bataille gagnée, des témoins silencieux de ma capacité à surmonter, à me réinventer, à transformer la douleur en force. Comme disait ma mère, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ce qui semblait être la fin de mon monde ce samedi à Lyon a fini par être le début d'une vie plus authentique, plus riche et, étonnamment, plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Le nouveau millénaire est arrivé, apportant des transformations pour le monde et des réflexions profondes pour moi. À 76 ans, regardant en arrière, je vois une vie que je n'aurais jamais pu imaginer quand j'étais cette jeune femme effrayée de 1978, découvrant la trahison de mon mari. L'an 2000 a été spécial pour notre famille. Nous avons célébré les 20 ans de Confection Nouveau Départ, avec une fête qui a réuni d'anciens et nouveaux employés, des clients fidèles, des fournisseurs devenus amis, et bien sûr, toute notre famille non conventionnelle. Je me souviens d'être sur la petite scène improvisée, regardant cette salle pleine de visages souriants et ressentant une vague de gratitude si intense que j'arrivais à peine à parler. Déborah était à mes côtés, tenant ma main comme si elle devinait mon émotion, la fille que la vie m'avait donnée, non par le sang, mais par un destin qui avait transformé la tragédie en bénédiction. À ce moment-là, j'ai senti la présence de Céline, comme si elle était là, souriant avec ce sourire chaleureux qu'elle a gardé jusqu'aux jours les plus difficiles de sa maladie. Nous avons commencé comme 2 femmes brisées, ai-je finalement réussi à dire, avec des enfants à élever et des cœurs brisés. Nous n'avions pas grand-chose à part nos mains, notre détermination et un talent pour l'aiguille et le fil. Regardez-nous maintenant. Les larmes coulaient librement sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance pour le chemin parcouru, pour les vies transformées, pour l'héritage que nous construisions. L'entreprise a continué à prospérer dans les années suivantes. En 2002, nous nous sommes développés dans le secteur des uniformes professionnels, un marché plus stable qui nous a protégés des fluctuations économiques. En 2005, sous la direction de Marie-Claire, nous avons lancé notre première collection de tenues de soirée abordables, qui a rencontré un grand succès auprès des femmes qui désiraient l'élégance sans dépenser une fortune. Mais plus que le succès commercial, ce qui me remplissait de fierté était de voir comment chacun de mes enfants, y compris Déborah dans ce conte, était devenu un adulte intègre, compatissant et déterminé. Charles-Édouard, mon aîné, est devenu un ingénieur respecté, travaillant sur des projets qui amélioraient la vie des communautés défavorisées. En 2003, il a dirigé une initiative pour apporter l'énergie solaire à un quartier en périphérie de la ville. Quand on lui demandait d'où venait sa passion pour les projets sociaux, il répondait « J'ai appris de ma mère que les difficultés peuvent être des tremplins, pas des obstacles. » Marie-Claire a transformé son talent pour la mode en une plateforme pour autonomiser d'autres femmes. En plus de ses fonctions dans l'entreprise, elle a créé en 2006 un projet qui enseignait la couture aux femmes en situation de vulnérabilité, dont beaucoup étaient victimes de violences conjugales. Ma mère a reconstruit sa vie avec une aiguille et du fil, disait-elle à ses élèves. Vous pouvez le faire aussi. Joseph Auguste, toujours le plus communicatif, est devenu le visage public de notre entreprise. C'est lui qui a négocié notre premier grand partenariat international en 2008 avec une marque européenne qui cherchait une production éthique en France. Son charisme naturel ouvrait des portes, mais c'était son intégrité qui maintenait ces portes ouvertes.
J'ai appris de ma mère que votre parole est votre bien le plus précieux, disait-il souvent. Béatrice, ma cadette, née au milieu de la tempête, est devenue une avocate dédiée aux causes des femmes. En 2004, elle a ouvert un cabinet spécialisé dans le droit de la famille, aidant les femmes dans des situations similaires à celles que j'avais affrontées des décennies plus tôt. J'ai grandi en voyant ma mère lutter contre un système qui n'était pas préparé pour une femme divorcée avec 4 enfants, expliquait-elle. Je veux garantir que d'autres femmes aient le soutien juridique qu'elle n'a pas eu. Et Déborah, qui a grandi avec le poids d'être la fille du secret, s'est transformée en une femme d'affaires visionnaire et une philanthrope dévouée. En 2007, elle a établi une fondation au nom de sa mère, Céline, qui offrait des bourses d'études pour les enfants de mères célibataires. Ma mère et Thérèse m'ont appris que la famille n'est pas définie par le sang ou par des papiers, disait-elle lors des cérémonies de remise des bourses. Elle est définie par l'amour, par le soin, par la présence dans les moments difficiles. Les petits-enfants ont commencé à arriver, remplissant ma maison et mon cœur. En 2010, ils étaient déjà 8, 4 de Charles-Édouard, 2 de Joseph-Auguste, 1 de Marie-Claire et 1 de Béatrice. Les voir grandir, jouant ensemble les dimanches en famille, sans aucune idée des circonstances extraordinaires qui avaient uni leur famille, était une de mes plus grandes joies. En 2012, à 63 ans, j'ai décidé de réduire ma participation active dans l'entreprise. Mes enfants et Déborah la dirigeaient déjà avec compétence, et je sentais le besoin de plus de temps pour moi-même, pour prendre soin de ma santé qui commençait à montrer des signes de fatigue et pour profiter de mes petits-enfants. Ce n'était pas une retraite complète. J'allais encore à la boutique quelques fois par semaine, je créais encore des pièces spéciales pour d'anciennes clientes, je participais encore aux décisions importantes, mais maintenant, j'avais du temps pour les petites joies, enseigner la couture à mes petits-enfants, cultiver un petit jardin d'herbes aromatiques sur la terrasse, participer à un club de lecture à la bibliothèque du quartier. C'est dans cette phase plus tranquille que j'ai commencé à réfléchir profondément à mon parcours et à l'héritage que je laisserai. Pas seulement l'héritage matériel, l'entreprise, la maison, les économies qui garantissaient le confort à mes enfants et petits-enfants, mais l'héritage des valeurs, des leçons apprises, de la sagesse acquise à travers la douleur et le dépassement. En 2015, j'ai été invitée à donner une conférence lors d'un événement pour femmes entrepreneurs. J'étais nerveuse. Je n'ai jamais été à l'aise pour parler en public. J'ai toujours préféré le travail silencieux de mes mains, créant dans le tissu. Mais Béatrice a insisté, disant que mon histoire pourrait inspirer d'autres femmes. Je ne suis pas conférencière, ai-je argumenté, et je n'ai pas fait d'études pour parler devant un tas de personnes diplômées. « Maman », a répondu Béatrice avec cette détermination qu'elle a héritée de moi. « Tu as quelque chose de plus précieux que n'importe quel diplôme, l'expérience vécue. Ton histoire est puissante. » J'ai fini par accepter et, à ma surprise, cette conférence a ouvert une nouvelle phase dans ma vie. D'autres femmes, beaucoup plus jeunes que moi, voulaient entendre comment j'avais transformé la trahison en force, comment j'avais construit une entreprise de zéro, comment j'avais élevé 4 enfants seuls à une époque où être mère célibataire était presque un scandale. Le secret, leur disais-je, n'est pas de ne pas tomber. C'est de se relever chaque fois que la vie vous fait tomber et, si possible, de se relever en emportant avec soi quelqu'un d'autre qui est aussi tombé. En 2018, à 69 ans, j'ai vécu un autre moment marquant, la fusion de notre entreprise avec une marque nationale de mode. Ce n'était pas une vente, mais un partenariat qui a permis à Confection Nouveau Départ de s'étendre à d'autres villes, tout en conservant ses valeurs et son essence. La condition que nous avons imposée était que la politique d'embauche de femmes en situation de vulnérabilité, initiée par Marie-Claire, soit maintenue et élargie. La signature de ce contrat, avec tous mes enfants et Déborah à mes côtés, a représenté la clôture d'un cycle, du petit salon transformé en atelier improvisé dans notre maison, à l'entreprise qui aurait maintenant une présence nationale. Le voyage avait été long et extraordinaire. En 2020, quand la pandémie a frappé le monde, nous avons affronté de nouveaux défis. Avec les boutiques fermées et les commandes d'uniformes drastiquement réduites, nous avons dû nous réinventer une fois de plus. C'est Joseph-Auguste qui a suggéré la transition vers le commerce en ligne, quelque chose à quoi nous avions résisté pendant des années, préférant le contact personnel avec les clientes.
La pandémie nous a aussi ramenés à l'essentiel. Nous avons commencé à produire des masques, initialement pour les donner aux hôpitaux et aux communautés défavorisées, puis comme une nouvelle ligne de produits. Toute la famille s'est impliquée. Même moi, déjà à 71 ans, je suis revenue à la couture quotidiennement, me rappelant les débuts, quand chaque pièce que je produisais était cruciale pour mettre de la nourriture sur la table. Maintenant, en 2025, je regarde en arrière et je vois une vie qui, malgré toutes les douleurs, a été riche en sens et en but. Je ne me suis jamais remariée. Il y a eu quelques relations au fil des ans, des hommes bons qui ont apporté des moments de compagnie et de tendresse, mais je n'ai jamais ressenti le besoin d'officialiser quoi que ce soit. Ma famille, mes enfants, Déborah, mes petits-enfants et le souvenir toujours présent de Céline remplissaient mon cœur d'une façon qu'aucune romance ne pourrait. Arnaud reste une figure distante, presque mythique dans l'histoire de notre famille. Quand les petits-enfants ont grandi et ont commencé à poser des questions sur le grand-père qu'ils n'ont jamais connu, nous avons raconté la vérité de manière appropriée à leur âge. Non pour perpétuer le ressentiment, mais pour honorer le voyage qui nous a amenés jusqu'ici. Votre grand-père a commis des erreurs qui ont blessé beaucoup de personnes, expliquai-je. Mais sans ces erreurs, notre famille ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous n'auriez pas autant d'oncles, de tantes et de cousins. Je n'aurais pas trouvé la force que je ne savais même pas avoir. C'est étrange de penser que je dois de la gratitude à l'homme qui a brisé mon cœur. Non pour l'abandon, bien sûr, ni pour les mensonges, mais pour le catalyseur que ces actions sont devenues dans ma vie. Sans cette carte d'anniversaire trouvée dans la poche de sa veste, sans ce voyage désespéré à Lyon, sans cette confrontation douloureuse, j'aurais pu vivre toute une vie dans l'ombre, acceptant moins que ce que je méritais, ne découvrant jamais ce dont j'étais vraiment capable. À 76 ans, assise sur la terrasse de la maison que j'ai construite avec mon travail, entourée de photos d'enfants et de petits-enfants, avec le souvenir de Céline toujours présent dans de petits détails, je ressens une paix qui semblait impossible ce jour de 1978. Les rides sur mon visage racontent l'histoire de nombreux sourires, de nombreuses larmes, de nombreuses nuits blanches, de nombreuses célébrations. Mes mains, maintenant un peu tremblantes avec l'âge, mais encore assez habiles pour enseigner à mon arrière-petite-fille de 5 ans à faire ses premiers points, portent la mémoire de chaque pièce cousue, chaque tissu coupé, chaque bouton cousu. Ce sont ces mains qui ont nourri mes enfants, qui ont séché leurs larmes, qui ont construit une entreprise, qui ont offert du soutien à d'autres femmes brisées. Si je pouvais remonter le temps et parler à cette jeune Thérèse, effrayée et trahie, je lui dirais « Le chemin sera difficile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, mais tu es plus forte que tu ne l'imagines. Cette douleur, qui semble maintenant insupportable, sera transformée en quelque chose de beau, et un jour, de nombreuses années dans le futur, tu regarderas en arrière et comprendras que ce moment terrible était, en réalité, le début de ta vraie vie. La plus grande leçon que j'ai apprise et que j'essaie de transmettre à mes enfants, petits-enfants et maintenant arrière-petits-enfants, c'est que nos histoires ne sont pas définies par les coups que nous recevons, mais par la façon dont nous y répondons. Que parfois nous devons être brisés pour découvrir de quoi nous sommes faits, que des fissures les plus profondes peut naître la lumière la plus brillante. Cette carte d'anniversaire que j'ai trouvée dans la poche de la veste d'Arnaud aurait pu être la fin de mon histoire. Au lieu de cela, ce n'était que le premier chapitre d'une saga de résilience, de réinvention et d'amour inconditionnel. Une saga qui continue à se dérouler à travers les générations que j'ai aidé à élever et à inspirer. Et c'est peut-être l'héritage le plus précieux que je puisse laisser. Non pas la boutique, non pas l'argent, pas même le nom de famille, mais la certitude qu'il est possible de transformer la plus grande douleur en un objectif plus grand, qu'il est possible de tout perdre et, pourtant, de reconstruire quelque chose de plus beau qu'avant, qu'il est possible, en fin de compte, de transformer la trahison en triomphe. Comme je le dis à mes petits-enfants, la vie suit rarement le chemin que nous avons planifié. Le secret n'est pas de résister aux virages inattendus, mais d'apprendre à les naviguer avec grâce et courage. Et de toujours se rappeler que dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, c'est exactement là que naissent les plus grandes opportunités de croissance et de transformation. Et vous, mes chers, qui me regardez maintenant, rappelez-vous,
Peu importe votre douleur, peu importe votre défi, il y a toujours un chemin à suivre. Parfois, nous avons juste besoin de courage pour faire le premier pas, même avec des jambes tremblantes et le cœur brisé. Le reste, comme je l'ai découvert lors de ce voyage à Lyon il y a tant d'années, le chemin nous le montre. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-mère. Cela m'aide beaucoup à continuer à partager mes expériences avec vous. Laissez aussi dans les commentaires d'où vous regardez, et si une partie de mon histoire a touché votre cœur d'une façon particulière. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté avec tant d'affection. Que Dieu vous bénisse tous.